Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres phares du jour sont: grève des magistrats, les syndicats attaquent le décret de réquisition du gouvernement, formation du collège de défense du G5 Sahel, sport, stage d'autodéfense dans une nouvelle discipline martiale vietnamienne. Comme je vous le disais dans les titres, après la réquisition des magistrats par le gouvernement, le Suleiman et le SAM dénoncent l'attitude des autorités. Les syndicats des magistrats ont porté plainte contre le gouvernement pour excès de pouvoir. Amadou Niamele nous donne les détails. La grève illimitée des magistrats qui dure depuis 3 mois, les syndicats des magistrats attaquent le décret de réquisition pris par l'exécutif. Les SAM et les Suleiman désapprouvent la démarche. En réponse, hier, ils ont attaqué la décision devant la Cour suprême. Les syndicats des magistrats ont porté plainte contre le gouvernement pour accès du pouvoir devant la chambre administrative de la Cour suprême. C'était hier 15 octobre 2018. Ils attendent l'annulation du décret pris par le gouvernement pour les réquisitionner. À travers cette plainte, on peut constater que le bras de fer entre les magistrats et le gouvernement continue de plus belle. Depuis le mardi 9 octobre, le gouvernement dont Soumeylou Boubèye Maïga a pris un décret pour réquisitionner les magistrats. Selon le gouvernement, le premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a violé toutes les lois régissant le pouvoir judiciaire, ainsi que la loi portant statut des magistrats et la déontologie du corps de la magistrature. Par cet acte, les syndicats réaffirment aussi que la justice constitue un pouvoir indépendant comme le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Les magistrats reviennent sur l'égalité de la grève affirmée par la Cour suprême sur saisine du Premier ministre. Les différends qui opposent les syndicats au gouvernement n'est pas une nouvelle revendication, en ce sens qu'elle avait déjà porté devant une commission de conciliation en application des articles 3, 4, 5 de la loi sur l'exercice de la grève des magistrats, rappelle ce document. Les syndicats ont fustigé l'objet de la saisine de la Cour suprême par le Premier ministre qui, selon eux, n'a pas agi dans le domaine prévu par la loi. Dans ce cas, on peut dire que la situation est vraiment tendue entre les magistrats et le gouvernement malien. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale du lavage des mains, ce 15 octobre, nous avons rencontré Dr Bankoro Kienou, hygiéniste au centre de santé de référence de quartier Mali. Il nous explique la nécessité du lavage des mains et les conséquences d'une mauvaise hygiène des mains. Une journée décrétée principalement pour le lavage des mains, dont la première célébration date le 15 octobre 2008. Un docteur spécialiste de l'hygiène nous parle de l'importance du lavage des mains au savon. Comme vous l'avez si bien dit, la journée internationale du lavage des mains. Donc ça veut dire que non seulement le monde entier accorde une importance à cette journée, et aussi le niveau national. D'abord, l'intérêt est personnel et individuel, et en plus aussi commun. Parce que le lavage des mains en tant que tel, c'est un moyen pour enlever les débris ou bien les micro-organismes sur les mains, c'est-à-dire prévenir les maladies. Le thème retenu cette année par l'État malien, c'est les mains propres, une recette pour la santé. Il nous éclaircit sur le moment propice pour se laver les mains et les conséquences d'une mauvaise hygiène. Bon, le lavage des mains, il y a des moments clés, surtout pour la population, des moments clés pour se laver les mains. D'abord, tout avant de manger, quoi que ce soit, il faut s'assurer que les mains soient propres, les laver au savon, de l'eau propre et au savon. Après avoir mangé aussi, et une fois que vous entrez dans les toilettes, faites vos besoins. À la sortie des toilettes aussi, il faut se laver les mains. Et chaque fois que vous faites quelque chose, que vous salez vos mains, vous devrez automatiquement aussi laver les mains. Comme on le dit, les maladies qu'on peut contracter avec les mains souillées, je peux dire sales, ça c'est les maladies diarrhéiques liées à l'eau, liées à l'insalubrité. Donc les enfants sont les plus touchés et les personnes âgées. On le sait que les enfants sont les plus exposés. Tout ce qu'ils trouvent les amène directement à la bouche. Donc il faut que les mamans doivent s'assurer, une fois avant de donner à manger aux enfants, que leurs mains soient propres. La meilleure façon de prévenir les maladies diarrhéiques, c'est le lavage simple des mains et au savon. Donc, les enfants sont prioritaires, mais il faut que tout le monde mette en tête que c'est tout le monde qui sont concernés par le lavage des mains.
on l'a dit, l'hygiène c'est la prévention. Une fois que tu laves des mains, ça veut dire que tu préviens quelque chose. Donc ça, c'est la bonne santé. Donc l'appel que je lance à la population, et surtout, c'est de continuer à laver les mains. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2014-2015, les Maliens étaient confrontés à une épidémie, le virus Ebola. On faisait passer des messages à la télé, dans les radios, même dans la communauté, pour insister de laver les mains, de ne pas les donner les mains à tout le monde. Donc à l'entrée des hôpitaux, même je ne sais pas si vous avez constaté ici, le même système continue depuis 2015 à aujourd'hui. Quand tu rentres au centre, au moins il y a un dispositif de lavage des mains au savon à côté, vous devrez vous laver les mains. Mais indépendamment de ça aussi, il y a des gens qui sont directement à la porte. À l'entrée aussi, on vous met un gel hydroalcoolique pour que vous désinfectez les mains avant d'entrer et à la sortie. Le docteur Kienou exhorte la population à se laver les mains à tout moment. Les officiers du collège de défense du G5 Sahel en formation en Mauritanie avant de mener les activités opérationnelles. Cette formation permettra de renforcer la coopération et l'efficacité de l'armée du G5 Sahel. Aïssata Bachili fait les commentaires. Les officiers du collège de défense du G5 Sahel ont fait leur rentrée des classes à Nouakchott dans la capitale mauritanienne. 37 stagiaires vont suivre une formation opérationnelle et académique de 9 mois avant d'entamer les activités sur le terrain. Les soldats des 5 pays membres de la force conjointe du G5 Sahel participent à cette formation avec chacun une expérience de 15 à 20 ans dans les forces de leur pays. Ces officiers stagiaires seront formés au recommandement militaire et à l'encadrement afin de permettre au G5 Sahel de disposer de cadres qui pourront organiser des opérations, gérer la logistique et conduire des missions de combat dans le respect du droit des conflits armés. La mise en place du collège du G5 Sahel est une volonté politique des pays de la région qui pour certains disposaient déjà d'outils pédagogiques que le G5 Sahel a permis de revitaliser comme le collège sahélien de sécurité à Bamako, le centre sahélien d'analyse des menaces et d'alerte précoce et le collège de défense basé à Nouakchott. Le collège de défense du G5 Sahel était dans les cartons avant même la formation de la force conjointe. Le projet de création du collège du G5 Sahel, la création du collège de défense du G5 Sahel est la première qui fut validée par les premières décisions prises lors de la formation de la force conjointe du G5 Sahel. À la base, le collège de défense est une initiative mauritanienne présentée comme la première école de guerre transnationale au monde. Les bâtiments sont financés par un pays du Golfe. Il est dirigé par le général de brigade mauritanien Brahim Val. Le projet a été soutenu depuis son origine par le ministère des Affaires étrangères à Paris avec un investissement d'1 million d'euros, soit 650 millions de francs CFA depuis le départ et la mise en place d'un coopérant français. Le budget annuel destiné au fonctionnement de l'établissement serait de 800 000 euros, soit 520 millions de francs CFA. Un pacte est paraphé par le gouvernement malien et les Nations Unies. Ce pacte associe les ex-indépendantistes et la coordination des mouvements de l'Azawad Sema et les pro-gouvernementaux de plateforme. Un document souhaité par le Conseil de sécurité dans la dernière résolution de juin 2018. Commentaire Aïssata Touré. Ce pacte d'à peine 2 pages, négocié encore toute la journée, est paraphé par le gouvernement malien et les Nations Unies. Une 3e page associe les ex-indépendantistes de la coordination des mouvements de l'Azawad Sema et les pro-gouvernementaux de la plateforme. Fait nouveau, le paragraphe 7 du texte rend par ailleurs les décisions de la médiation internationale obligatoires. Selon le point 9, le Conseil de sécurité de l'ONU prendra les actions nécessaires pour supprimer les entraves à la mise en œuvre de cet accord de paix, en particulier celles en lien avec l'article 29. Cet article 29 consacre l'engagement des signataires de l'accord à combattre le terrorisme, le crime organisé et le trafic de drogue. En outre, le Conseil de sécurité a justement prolongé le régime de sanctions après la sortie d'un rapport accablant des responsables de groupes armés accusés d'être impliqués dans des attaques terroristes ou dans du trafic de drogue ou de migrants. Maintenant, place à l'actualité internationale. La deuxième ville du pays des Grands Bassam et de San Pedro, saisie par Félix Anoubleu, député transfuge du PDCI, stratégique en raison de son port du commerce. De son côté, le PDCI, désormais dans l'opposition, remporte l'importante mairie de Cocody et conserve la mairie du Plateau, le centre d'affaires d'Abidjan qui a connu un climat très tendu depuis le jour du vote jusqu'à hier soir, avant que le candidat de la majorité, RHDP, ne reconnaisse sa défaite le 15 octobre
dans l'après-midi. Dans les restes du pays, les partis historiques gardent la capitale administrative Yamoussoukro, fondée par le père de l'indépendance Félix Houphouët-Boigny, ainsi que Daoukro, le fief de l'actuel chef du parti Henri Konan Bédié. Au Nigeria, la mort de Awa Mohamed Leman, infirmière retenue en otage depuis mars 2018 par une faction de Boko Haram, a été annoncée le 15 octobre 2018. Awa Leman, 24 ans, faisant partie des 3 humanitaires enlevés le 1er mars 2018 au cours d'une attaque dans le nord-est du pays. L'une d'elles avait été tuée il y a 1 mois. Dans une vidéo, les ravisseurs menaçaient de tuer les 2 autres otages si leurs revendications n'étaient pas satisfaites, avec un ultimatum qui expirait lundi soir. Le CICR en avait appelé à l'humanité de l'ISWAP, la faction de Boko Haram à l'origine de l'enlèvement. En vain, les djihadistes ont mis leurs menaces en exécution. À l'annonce de sa mort par le gouvernement nigérian, les hommages se sont multipliés sur Internet. Dans un communiqué, le mouvement Bring Back Our Girl, qui milite pour la libération des otages de Boko Haram, s'est dit profondément attristé. Les djihadistes détiennent encore une travailleuse de l'UNICEF ainsi qu'une jeune fille chrétienne enlevée il y a 6 mois dans une école d'Aïchi, dans le nord-est. Le ministre de l'Information nigérian demande leur libération. Il évoque un meurtre ignoble, inhumain et impie. Selon lui, le gouvernement nigérien est toujours resté ouvert aux négociations. Les kidnappings contre rançon sont monnaie courante pour Boko Haram afin de financer des opérations. L'ONU estime à 27 000 le nombre de victimes des violences entre le groupe djihadiste et l'armée nigériane depuis 2009. Cameroun. Avec 71,28% des voix, Paul Biya arrive en tête du décompte effectué par la Commission nationale de recensement. Un chiffre rejeté par l'opposition qui annonce des débats houlés lors de l'audience portant sur l'examen des recours post-électoraux qui s'ouvre le 16 octobre devant le Conseil constitutionnel. La victoire de Paul Biya à la présidentielle du 7 octobre dernier serait sans appel sur ses 7 concurrents selon les chiffres de la Commission nationale de recensement des votes. Ces derniers issus du décompte des voix exprimées sur l'ensemble du territoire camerounais et dans la diaspora donnent vainqueur le président sortant avec 71,28% des voix contre 14,23% pour Maurice Kanto, candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, et 6,28% pour Cabral Libi, challenger de l'Union nationale pour l'intégration vers la solidarité univers. Ce sont en tout cas les conclusions contenues dans les rapports transmis le 15 octobre par la Commission au Conseil constitutionnel après 3 jours d'examen de l'ensemble des procès-verbaux PV collectés à travers le pays. Une tâche dure pour Émile Ezombé, le président de cette commission, et ses membres, notamment à raison de nombreuses erreurs matérielles retrouvées dans les PV. Des anomalies pour la plupart liées à des mauvais remplissages de PV, comme dans les bureaux de vote Biyong-Boulou, où sur 171 votants, Paul Biya a obtenu 171 voix et Cabral Libi 1. Aux États-Unis d'Amérique, des familles de migrants dont Donald Trump persiste et signe fait couler beaucoup d'encre. Cette politique a soulevé de nombreuses critiques à l'étranger et au sein de l'opinion publique aux États-Unis. Donald Trump en est certain. Il a redit samedi 13 octobre séparer les familles de migrants à leur arrivée aux États-Unis d'ici à de l'immigration clandestine. À ce jour, 3 mois après la suspension de cette politique, plusieurs milliers d'enfants n'ont pas encore retrouvé leur famille. Pour Donald Trump, cette tolérance zéro doit se poursuivre. S'ils sentent qu'ils vont être séparés, ils ne viennent pas, a lancé le 45e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Pour le président américain Donald Trump, le décret a été efficace s'il a dû le suspendre en raison de violentes critiques internes. Le président américain envisage de le remettre en place dans les prochaines semaines sous une nouvelle forme. Toujours selon Donald Trump, cette politique est de protéger les
des Américains contre l'immigration clandestine. En seulement 6 semaines, en mai et juin 2018, plus de 2500 enfants ont été séparés de leurs parents et placés dans les centres de détention spéciaux. L'administration américaine peine maintenant à les réunir comme le lui demande la justice, car ces mineurs doivent passer devant un juge avant d'éventuellement retrouver leur famille. Pour le président américain, cependant, décourager les migrants est le seul moyen d'indiquer ce qu'il qualifie la crise à la frontière mexicaine, car selon Donald Trump, le pays va si bien sur le plan économique que beaucoup de gens pauvres veulent venir. Nous devons donc être fermes. Une fermeté qui ne décourage pas de nombreux migrants d'Amérique centrale. Depuis le début du mois, des milliers de familles guatémaltèques ont par exemple traversé la frontière clandestinement pour se rendre en Arizona. Les centres de détention sont submergés et les services de l'immigration disent ne plus être en mesure de traiter les dossiers. C'est la journée mondiale de l'alimentation, date anniversaire de la création de la FAO en 1945. À cette occasion, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation publiait hier lundi son rapport annuel. Il est largement consacré cette année au phénomène migratoire et aux moyens de le rendre économique bénéfique pour tous. Parmi les recommandations de l'organisation, la nécessité d'assurer la cohérence entre politique migratoire et développement rural. Quand les conflits, les accidents climatiques ou le réchauffement climatique pousse la population à fuir leur territoire pour chercher refuge dans les mégapoles ou dans des pays mieux dotés. La FAO met l'accent sur cette année sur le lien entre faim, abandon des territoires et migration forcée. Changeons l'avenir des migrations. Investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural. C'est le propos de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les politiques ne doivent pas enrayer les migrations, mais plutôt exploiter au mieux le potentiel des migrations rurales en faveur du développement économique et social, selon le rapport de la FAO. Oumar Benamour, ils vont travailler de manière informelle dans les conditions de travail discutables dans le secteur de l'agriculture dans les pays Europe. Selon l'expert, les pays d'accueil ont tout intérêt à maximiser l'apport de cette main-d'œuvre en Europe en offrant à ces populations des conditions de travail, standards nationaux et salaires et aussi un accès à la protection sociale. Une telle politique permet à ces migrants en retour d'investir dans leur pays d'origine et notamment dans leur zone rurale d'origine. À présent, l'actualité sportive. 2 jours de stage d'autodéfense dans une nouvelle discipline martiale vietnamienne a été organisé à Kalabakoro par Maître Bekay Keita, champion d'Afrique dans cette discipline, appelée Vovinam Viet Vo Dao. Reportage Bakari Moussa Hari Maïga. 2 jours de stage d'autodéfense dans une nouvelle discipline martiale à Kalabankoro, organisé par les champions d'Afrique. Maître Bekay Keita, 3e dan dans cette nouvelle discipline vietnamienne qui s'appelle le Vovinam Viet Vo Dao, qui veut dire la voie des arts martiaux vietnamiens. Ce stage a regroupé plusieurs personnes, parmi lesquelles des pratiquants d'arts martiaux et des non-pratiquants. Son objectif est de s'en sortir de manière efficace face à un quelconque danger. Écoutons à présent le témoignage de Maître Bekay Keita. En fait, stage Mindo, c'est un stage d'autodéfense. C'est un stage d'autodéfense différent de self-défense. Qu'on enseigne, c'est juste de l'autodéfense afin de se protéger. C'est avec la combinaison de plusieurs pratiques martiales afin de s'en sortir dans une situation précaire avec les techniques simples et pratiques. De 2006 à nos jours, on a fait plusieurs stages de ce type avec plusieurs pratiquants et des non-pratiquants. Je lance un appel à toutes les personnes, surtout leur dire que l'art martial est comme l'école, on apprend petit à petit. Comme on le dit, l'art martial, c'est être fort pour être utile. Maintenant, c'est un sport, c'est un art. Écoutons le témoignage d'un participant. Bon, stage n'a pas été fort avant. Ce stage est valable pour toutes les personnes, sans distinction d'âge ou de genre, car son objectif est de s'en sortir face au danger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que dans d'autres disciplines, on apprend les katas, mais on travaille ici la situation réelle dans la rue. Comment se défendre rapidement au problème, et c'est pour cela qu'on a organisé ce stage.
Donc stage nafa ka bon o fana kɔnɔna na. Écoutons le témoignage d'un pratiquant de taekwondo. Je suis pratiquant de taekwondo. Les arts martiaux ont un contenu vaste. C'est pourquoi ce stage est important, car ça m'a appris plusieurs choses dont j'ignorais sur les arts martiaux. J'invite les autres à venir se former, même s'ils n'ont jamais fait du karaté dans le passé. L'objectif est de se défendre dans la rue face aux dangers. Écoutons la championne du Mali. Ce stage est très important, ça peut nous sauver dans d'autres situations en dehors de la salle. Mais on ne s'entraîne pas pour aller bagarrer dans la rue. Mon souhait est de faire appel aux autres femmes à venir faire le sport, car ce n'est pas fait uniquement pour les hommes, les arts martiaux. Au contraire, ça peut nous amener au niveau supérieur que celui des hommes. Les bénéficiaires sont très contents d'avoir appris des techniques simples et efficaces à travers cette nouvelle discipline martiale, le Vovinam Viet Vo Dao. Maître Bekay Keita, également champion d'Afrique, lance un appel à toutes les personnes, surtout les non-pratiquants, à venir apprendre des techniques d'autodéfense simples et gratuitement. Ceci met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Nieta TV et à bientôt.